tous. Je suis Valérie Sagan, directrice du groupement d'intérêt public qui maintenant s'appelle l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Bienvenue sur ce colloque en ligne. Évidemment, nous regrettons tous beaucoup de n'avoir pu le tenir à Lyon comme c'était prévu. Beaucoup s'y étaient investis, Mathilde Philippe-Gay notamment, mais également la juridiction judiciaire de Lyon, puisque le président Michael Janas et le procureur Nicolas Jacquet avaient prévu de nous accueillir au tribunal judiciaire. Toute leur équipe autour d'Émilie Couffeur s'était également beaucoup investie. Donc, je veux les en remercier. Le colloque a pu se tenir en ligne grâce également à l'investissement de toute l'équipe du GIP Mission de recherche, droit et justice. Les anciennes qui ont participé depuis le début, Jeanne Chabal, Bénédicte Bourgeois et aujourd'hui Carla Capuano, Vanessa Maquet, Laetitia Louis-Omani et Léa de Lyon. C'est une aventure qui nous tient en haleine depuis 2 ans, puisque la première programmation de cette manifestation avait été prévue pour le mois de mai 2020. Je voulais également saluer tout particulièrement notre comité scientifique et celles qui ont participé, au premier rang desquels évidemment Philippe Portier, que vous entendrez tout bientôt, Denis Salas, mais également les membres de l'Institut pour les hautes études sur la justice, Yamina Benara, Sarah Albertin, qui se sont beaucoup mobilisés pour la réalisation de ce colloque, et Valérie Dervieux, que vous entendrez au cours de la journée. Alors, malgré tout, nous allons pouvoir entendre les interventions et notre colloque est fondé sur les 3 recherches qui ont été rendues maintenant il y a 2 ans à la mission de recherche droit et justice sur le thème de la laïcité dans la justice. La recherche pilotée par Elsa Forêt et Yann Lédy de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, la recherche pilotée par Mathilde Philippe-Gay de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et la recherche pilotée par Christiane Poty de l'Université Sorbonne Paris 1. Notre choix au sein du comité scientifique était d'aborder les rapports à la laïcité des professionnels de la justice dans l'exercice de leur métier. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de commenter les décisions de justice rendues en matière de laïcité. Nous avons souhaité englober l'ensemble des professionnels de justice et ce choix qui a été fait au moment du lancement de l'appel à projet pour les recherches exigeait évidemment des méthodologies de recherche aussi plus particulières. Il fallait observer les pratiques, recueillir des témoignages et sonder les motivations profondes, analyser les comportements. Donc, on n'est pas dans uniquement des analyses de décisions, loin de là. Alors, le report du colloque a quand même eu un intérêt, un avantage, c'est qu'il nous permet d'accueillir aujourd'hui Anne-Vive Quince et Barbara Truffin, qui, elles, ont conduit une recherche qui est finalisée maintenant à la demande du défenseur des droits et à laquelle notre groupe a également participé, une recherche intitulée « Justice, famille et conviction, un silence religieux ». Donc, je les remercie de bien avoir voulu accepter de pouvoir intervenir en cours de colloque en fin de journée. La journée est organisée autour d'une conférence introductive et de 3 tables rondes. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat et Vanessa Maquet relaiera vos questions oralement aux intervenants. Chaque président et présidente de table ronde animera chacune de ces tables rondes. Nous commençons tout de suite avec la conférence introductive de Philippe Portier,
Historien et sociologue, premier vice-président de l'école pratique des hautes études, spécialiste des questions du rapport aux religions dans les sociétés contemporaines. Je ne vais pas citer l'ensemble de ses interventions, l'ensemble de ses écrits, très, très fournis en la matière et très reconnus. Je le remercie vraiment d'avoir accepté de participer à toute cette aventure qui a été un petit peu plus longue que prévu et surtout de pouvoir intervenir en conférence introductive. Nous avons souhaité, avant de rentrer un peu dans le vif de notre question, rappeler un peu des fondamentaux sur la question de la laïcité et mettre en perspective ce principe de laïcité. Philippe Portier, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Sagan. Merci de m'accueillir. Ça a été un plaisir pour moi, évidemment, de participer à ma mesure à l'élaboration de ce colloque qui s'annonce évidemment du plus haut intérêt. Alors, il m'a été demandé, lors des séances de préparation du colloque, de brosser l'évolution historique et philosophique du principe de laïcité. Cette requête me conduit à faire retour immédiatement au tournant moderne sans lequel la laïcité n'aurait pu émerger. Alors, le tournant moderne qui chemine dans l'ordre philosophique à partir du XVIe siècle pour trouver son point d'aboutissement politique au moment de la Révolution de 1789 se traduit par un basculement de la manière occidentale d'organiser le monde. Ce basculement impose, me semble-t-il, deux grandes révolutions mentales. La première touche à la figure du sujet. Nous sommes à la faveur de l'émergence de la modernité, passé d'une idée de l'humanité ancrée sur le concept de créature, une créature portée par le devoir davantage que par le droit, à la notion de créateur. L'homme comme maître de ses déterminations, l'homme comme auteur de ses propres jours, selon l'expression de Shakespeare. Dans ce modèle-là, les devoirs se maintiennent, bien sûr, mais ils sont secondaires par rapport à la liberté d'affirmation, par rapport à la liberté d'autonomie, qui trouve à se thématiser dans les droits et notamment dans la liberté publique de conscience. Première révolution, donc la figure du sujet, à quoi s'ajoute la transformation de la figure du pouvoir. Hier encore, dans l'ordre de la transcendance, le pouvoir s'estimait très honnêtement, très sincèrement institué par Dieu. Il devait, à ce titre, défendre la loi lumineuse au point d'imposer en son royaume une unité de foi. Avec la modernité, nous entrons dans le grand moment de l'immanence, fruit de la volonté humaine, le fameux contrat social. L'État se place désormais au service de la liberté des hommes qu'il renforce par l'ordre public qu'il institue. Cela va trouver son point de concrétisation dans cette grande déclaration qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée, vous le savez, en août 1789. Cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fonde les facultés premières du sujet dans l'ordre juridique et en particulier une liberté d'opinion qui se développe dans le texte même en liberté de croyance. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, nous dit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Il y a d'emblée dans ce texte une valorisation du pluralisme qui vient rompre avec l'idée d'unité de foi par laquelle se pensait naguère l'aménagement de la coexistence collective. Alors, une question se pose évidemment dans ce nouvel ordre idéologique. Comment, dans ce monde qui est désormais marqué par la modification des conditions de la croyance, et donc par la consécration de la pluralité des convictions et des croyances, comment organiser le vivre ensemble? Les pays occidentaux, et pas seulement la France, ont inventé une solution qui est venue se substituer par étapes à la solution antécédente, la solution religieuse. Cette solution, c'est la solution laïque.
Alors, solution laïque, comment faut-il, dans sa plus large expression, l'analyser? On peut dire que cette solution laïque, qui s'impose comme tentative de réponse à la situation inédite produite par l'admission de la pluralité des convictions et des croyances, que cette solution laïque repose en fait sur deux principes clés. Il y a tout d'abord un principe téléologique. La laïcité désigne un objectif, celui de procéder à la défense de la liberté de conscience et donc de la pluralité désormais admise des choix métaphysiques, à condition que nul dans ce nouvel aménagement ne soit discriminé. Liberté de conscience, à quoi s'ajoute un principe instrumental pour donner corps à cet objectif, celui de défendre, d'assurer, de garantir, les expressions ne sont pas tout à fait équivalentes, la liberté de conscience, il faut un moyen. Ce moyen, ce sera l'État, qu'on envisage désormais dans sa neutralité à l'égard de tout principe métaphysique. Neutralité à l'égard de tout principe métaphysique, ce qui suppose une séparation du politique et du religieux, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement séparation de l'institution ecclésiale et de l'institution étatique. Il faudra probablement au cours de cette journée que nous opérions une distinction entre les deux types de séparation que je viens de dire. Ce modèle général, précisément, a pris, en fonction des définitions qu'ils ont données de la liberté de conscience et de la neutralité de l'État, des figures diverses selon les pays. Tous les pays n'ont pas envisagé la liberté de conscience, la neutralité de l'État de la même manière, ce qui s'est traduit par des appareillages institutionnels différents lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre la solution laïque. Certains pays ont choisi un modèle de coopération des ordres en admettant, comme la Belgique ou l'Allemagne, que l'impératif de neutralité de l'État pouvait s'accommoder d'un régime de partenariat entre les pouvoirs publics et les cultes. Mais d'autres pays ont opté pour un modèle de séparation des institutions, souvent d'ailleurs dans les pays catholiques, mais également aux États-Unis, qui, dès 1791, avec le premier amendement à la Constitution de 1787, affirme précisément la nécessité de ce que Jefferson appellera un mur de séparation entre l'État fédéral, d'abord fédéral et ensuite étendu aux États fédérés, entre l'État fédéral et les communautés religieuses. Alors j'évoquais à l'instant les pays catholiques, c'est le cas de la France, qui en 1905 va en effet adopter aussi, mais selon une ligne différente de celle adoptée aux États-Unis, un dispositif visant à établir une séparation stricte de l'État et des églises. Alors la question que je voudrais poser au cours de cette introduction est la suivante. La France a-t-elle, en ce XXe siècle, prolongé par les deux premières décennies du XXIe, persisté dans son modèle initial de séparation, que j'appelais à l'instant un modèle de séparation stricte? On verra ce qu'il faut entendre un peu plus loin par cette expression. Toute une littérature, souvent d'origine anglo-saxonne, mais pas seulement d'origine anglo-saxonne, a voulu défendre une interprétation pérennaliste. La France d'aujourd'hui, dans sa laïcité, serait de même nature que la France d'hier, celle de 1905. Alors, je voudrais produire ici plutôt une analyse de type discontinuiste, en montrant que la laïcité française a connu, depuis la Troisième République, en dépit de sa consécration constitutionnelle dans la Constitution de 1946, puis dans la Constitution de 1958, a connu donc des évolutions significatives qui en ont modifié substantiellement l'agencement. Alors tendanciellement, c'est en tout cas ce que je vais essayer de mettre en évidence, deux grands moments se sont succédés au cours du siècle qui vient de s'écouler. On peut dire que la laïcité française, jusque dans les années 1960-1970, est encore marquée par le système de la séparation, l'art des séparations dont parlait Michael Walzer, mais qu'à partir des années 1970-1980, nous sommes entrés dans un autre modèle que j'appellerais ici un modèle partenarial,
lui-même lié à une transformation de la figure de la modernité. Voilà les deux points que je voudrais essayer de vous présenter. Tout d'abord, le moment séparatiste, en somme les enracinements de la Révolution française, puis ensuite le moment partenarial pour prendre en compte ce qui nous est arrivé depuis maintenant 3 ou 4 décennies à la faveur d'une transformation précisément de la modernité dans laquelle nous sommes embarqués. Alors ouvrons tout de suite par le modèle séparatiste. Ce modèle séparatiste intervient au terme d'un parcours juridico-idéologique en 2 temps. Les républicains produisent tout d'abord ceux qui arrivent au pouvoir à la fin des années 70, au début des années 80, 1880, une réflexion axiologique qui leur permet de révoquer le système immédiatement antérieur, le système concordataire. Ils élaborent, pour donner corps au principe de séparation, un dispositif institutionnel assez inédit, dont je voudrais ici rappeler les modalités d'agencement. Alors commençons, si vous voulez, par évoquer les enracinements axiologiques. En 1879, lorsque les républicains accèdent au pouvoir, la relation entre l'État et les cultes est régie par le système concordataire mis en place au début du XIXe siècle. Alors, ce système concordataire se caractérise par 2 traits principaux au plan institutionnel: l'alliance des églises et de l'État, de certaines églises, qu'on appelle cultes, et de l'État. Elle s'enracine, cette alliance, dans le concordat que Napoléon Bonaparte conclut avec le pape Pie VII en 1801 et dans les articles organiques concernant les catholiques et les protestants adoptés en 1802. Ces textes vont bientôt connaître un ajout lorsqu'il s'agira d'y intégrer en 1808 puis en 1831 le culte juif. Qu'est-ce qui les caractérise? Ils accordent aux églises un statut d'officialité. Elles sont reconnues au titre d'institutions de droit public et bénéficient à ce titre de subventions d'État. Leurs clercs, d'ailleurs, bénéficient de salaires publics pour une partie d'entre eux. Alors tout cela s'accompagne d'une valence de contrôle, d'éléments de surveillance sur lesquels je ne m'appesantis pas ici. Alliance des églises et de l'État, présence aussi, c'est le deuxième trait de ce système concordataire, des cultes dans les écoles. Les clercs ont la possibilité, depuis l'Empire, d'enseigner dans des écoles publiques, pourtant des écoles publiques placées sous la tutelle de ce qu'on appelle alors l'université, mais ils ont également une possibilité d'action, à la faveur en particulier des lois Guizot de 1833 et Fallot de 1850, en tant qu'instance de contrôle, qu'instance de surveillance des enseignants des écoles primaires publiques. Alors ce modèle est typique de la modernité émergente. On estime qu'on a besoin d'une morale religieuse, ce pourquoi les clercs sont partout présents pour fonder la morale de la société tout entière. C'est un principe que déjà les gallicans du XVIIIe siècle avaient affirmé. Voltaire allait dans ce sens. Portalis, le grand juriste de Napoléon, ira évidemment dans cette direction. La loi, nous dira-t-il, arrête le bras du voleur, la religion modifie son cœur. On ne peut penser le vivre ensemble sans un substrat religieux qui puisse venir l'animer. Alors, tout cela implique qu'il n'y a pas de neutralisation des espaces d'État, et on le voit en particulier dans le monde de la justice. Dans ce monde de la justice, on entend encore valoriser la morale religieuse, comme on le voit avec la loi de Serres de 1819, qui punit, qui sanctionne l'outrage à la morale religieuse. Et puis, le serment judiciaire, demeure ancré encore dans une sorte de transcendance. Vous jurez et promettez devant Dieu, tel est le serment qu'on demande aux jurés
de corps d'assises, de cours d'assises, de prononcer. Vous jurez et promettez devant Dieu cette idée que la morale sociale n'est pas dissociable durant ce XIXe siècle de la morale religieuse. Or, pour les républicains, ce dispositif est inacceptable. Ils le disent déjà par la voix de Michelet et Quinet sous la monarchie de Juillet. Ils le répéteront constamment ensuite, et notamment dans le programme de Belleville de 1869. Il faut, contre les alliances concordataires, construire une politique de la séparation. Alors, politique de la séparation, pourquoi? Et c'est ici que nous entrons dans l'univers mental de ce républicanisme qui va nous accompagner à la fin du 19e, au début du 20e, et qui conserve aujourd'hui évidemment encore de belles réminiscences. Ce système concordataire pose un problème pour les républicains au niveau de l'égalité. L'ordre issu du consulat établit en effet une différence injustifiable en régime moderne entre les citoyens. Elle aboutit à placer les incroyants et même, étant donné le poids social du catholicisme, les fidèles des cultes minoritaires, dans un statut de seconde zone. Cette critique revient constamment dans les textes républicains des années 1870-1880. Le mot fraternité émerge aussi à partir des années 1860. Avec le système concordataire, on empêche la société de se constituer en une communauté de citoyens pourvus des mêmes droits et installés les uns et les autres à équidistance du pouvoir d'État. Égalité, fraternité, mais aussi liberté, la nécessité de rompre le lien avec les églises est d'autant plus impérieuse que le culte dominant, le catholicisme, s'est au cours du siècle, et contrairement au pronostic du grand juriste de Napoléon, Portalis, s'est constamment rétracté sur une foi d'intelligence en tout hostile aux requêtes des temps nouveaux et en particulier hostile à la liberté d'opinion. Et de ce point de vue, il est une obsession dans le discours républicain, c'est le fameux concordat de 1864 qui apparaît comme une déclaration de guerre à la modernité que les républicains entendent porter. Alors, tout cela va déboucher évidemment sur toute une série de critiques du serment judiciaire. Il y aura à cette époque-là de nombreuses propositions visant à en finir avec ce serment devant Dieu, visant aussi, mais cela relève du règlement du gouvernement, visant aussi à décrocher les crucifix des espaces judiciaires. Alors, comment expliquer cette transformation? Elle tient pour beaucoup à une philosophie du lien entre le religieux et le politique, entre le religieux et le social. On se souvient qu'à l'époque concordataire, le courant dominant visait à établir une sorte de porosité entre morale sociale et morale religieuse. On estime, avec le discours républicain, que tel ne doit plus être le cas. Finalement, l'homme retient en son cœur, et en son cœur seulement, la loi morale, qu'il n'a pas besoin de fonder sur une croyance religieuse. De ce point de vue, les républicains attachent une grande importance aux préceptes kantiens énoncés dans la critique de la raison pratique. Le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi. La loi morale en mon cœur, sans doute l'expérience religieuse peut-elle venir couronner une existence. L'expérience religieuse n'a plus désormais à la fonder, ce qui explique que sur le terrain politique, il soit désormais possible, en effet, de séparer, contrairement à ce qui existait auparavant, la morale sociale et la morale religieuse. Alors tout cela va déboucher sur des dispositifs institutionnels de type tout à fait inédit, avec, sur les deux éléments que je disais tout à l'heure, deux innovations. D'une part, dès les années 1880, parce que la question est d'importance lorsqu'il s'agit de construire une communauté des citoyens, une séparation des églises et de l'école. 8 lois consécutives sont adoptées en ce sens entre 1879
et 1886. Il n'est évidemment pas question ici de les détailler par le menu. Rappelons simplement que la loi du 28 mars 1882, portée par Jules Ferry, substitue par exemple l'instruction civique et morale à l'instruction morale et religieuse qui était au cœur des programmes de l'école concordataire. J'y ajouterai volontiers la loi Goblet du 30 octobre 1886 qui complète le dispositif en faisant interdiction aux clercs d'enseigner dans les écoles primaires publiques. Alors il faudrait ici avoir le temps de comprendre pourquoi se met en place ce système-là. Il est évidemment à relier à cette idée que l'autonomie du sujet ne peut se construire dans le fanatisme, dans la superstition des croyances archaïques, et que c'est à partir d'une ouverture à la raison universelle que peut se construire une citoyenneté moderne. Alors, cela s'accompagne évidemment, dès les années 1880, je le disais à l'instant, de propositions de loi sur le serment judiciaire. Alors, elles n'aboutissent pas. Il faudra attendre, vous le savez, 1972 pour que le serment devant Dieu soit effacé de nos textes juridiques. En revanche, il existe déjà, parce que tout cela dépend de la seule volonté gouvernementale, des pratiques de décrochage des crucifix dans les salles d'audience. Alors, quelques 20 ans plus tard, assumant au fond une continuité avec ce que je viens de dire sur la séparation des églises et de l'école, s'affirme la séparation des églises et de l'État avec la fameuse loi du 9 décembre 1905. Et il serait intéressant ici de montrer comment s'est élaborée cette loi-là. On retient souvent qu'elle est un effet de l'opposition entre les catholiques et les républicains, sans doute, mais avec de larges fractures à l'intérieur du camp catholique, avec de fortes fractures aussi à l'intérieur du camp républicain. Certains au sein du camp républicain veulent renouer avec la politique de déchristianisation de la Convention, d'autres, comme Émile Combes, entendent maintenir le concordat sans concordat en soumettant les églises à un contrôle extrêmement sévère. C'est en fait la ligne de Briand, appuyée par Jaurès, qui va l'emporter avec cette idée qu'il faut, comme le souhaitait d'ailleurs Clémenceau, défendre la liberté individuelle de croyance, mais aussi la liberté collective d'organisation, d'aménagement spécifique des cultes, en prenant en compte les règles propres aux organisations des cultes, aux organisations de chacune des églises, ce qui ouvre, suivant d'ailleurs l'expression de Santi Romano, sur une forme de pluralisme juridique qu'on a tendance souvent à ignorer. Cette idée qu'à l'intérieur même du camp républicain peuvent se construire des enclaves où peuvent se maintenir les règles d'un droit canonique pour ce qui concerne l'Église catholique, finalement assez robuste, finalement assez important et qui permettra à l'Église de construire sa propre liberté interne, non pas comme elle le souhaiterait totalement, mais tout de même dans une grande autonomie qu'on doit encore, je le répète, à l'influence de Briand appuyé sur des catholiques modérés comme par exemple Rigaud. Alors, on voit ce qui fait au total, je n'ai pas le temps ici de le résumer totalement, ce qui fait au total, à travers les articles 1, liberté de conscience, libre exercice des cultes, l'article 2, la République ne reconnaît aucun culte, l'article 4, respect des règles collectives d'organisation des églises, on voit ce qui fait au total le propre de cette laïcité premier modèle. C'est en somme la dissociation entre sphère privée et sphère étatique, avec entre ces deux espaces un espace social au statut un peu ambivalent. Dans la sphère privée, prolongée par l'espace social, la liberté au plan religieux est très large. Chacun, avec les associations dont il est membre,
peut s'exprimer à son gré, sans être limité par d'autres contraintes que celles que lui opposent les droits de ses semblables et un ordre public défini à partir de critères objectifs ou matériels. Sphère privée, donc, avec une liberté très large, faisant droit, je le répète, article 4 de la loi de 1905, à une forme de pluralisme juridique, assez inattendue d'ailleurs, au regard de la doxa habituellement en cours lorsqu'il s'agit d'étudier la laïcité française. Dans la sphère étatique s'impose au contraire la neutralité. L'État doit se garder de toute expression d'affiliation, de toute préférence religieuse, pour se situer dans la seule sphère de l'universel, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, cette excommunication politique du religieux, pour parler comme Jean-Marc Ferry, s'exprime de manière plus accentuée dans notre pays que dans d'autres États-nations comme le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie. Et l'on voit cette excommunication politique du religieux, mais pas sociale, cette excommunication politique du religieux se manifester à trois niveaux. Au niveau tout d'abord des normes, il est clair qu'elles ne peuvent reposer désormais sur des arguments d'ordre religieux. Et on le voit en particulier pour ce qui concerne la liberté d'expression. La loi de 1880 sanctionne l'outrage à la morale, mais exclut de son champ de respect des bonnes mœurs la morale religieuse qui était encore défendue depuis la loi de Serres de 1819. Une sorte donc d'exclusion du religieux du processus de fondation de la norme. Les espaces évoluent. Les espaces dont l'État est propriétaire, à l'exception des lieux de culte, doivent désormais s'affirmer dans une véritable neutralité, ce qu'on ne trouvera pas dans d'autres pays. Je pense ici, par exemple, à l'Italie. Il y aura de ce point de vue un décrochage des crucifix, progressif sans doute, mais existant, avéré, à partir de la fin du XIXe siècle. Les choses s'imposeront progressivement, différemment d'ailleurs selon les secteurs de l'administration et selon les régions. Et puis enfin, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les agents eux-mêmes, rejoint ici les juges, qui doivent dans l'exercice de leurs fonctions être totalement neutres, au point d'ailleurs d'afficher, et c'est une spécificité française, une neutralité des apparences associée au principe d'égalité des usagers du service public. La neutralité externe pour les juges, cette neutralité des apparences, comme pour les autres fonctionnaires, s'accompagne d'une neutralité interne, la neutralité du corps. Nul ne doit, dans ses décisions, être porté par ses propres dilections, par ses propres allégeances religieuses. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Peut-être savez-vous que nous avons, au sein de la commission Sauvé, travaillé sur le travail des juges. Et nous avons très bien vu que, suivant les régions auxquelles nous étions confrontés, les juges n'avaient pas, vis-à-vis des violences sexuelles commises par les clercs, exactement les mêmes jurisprudences, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme s'il existait sur le travail des juges une sorte de pression de l'environnement social qui conduit d'une certaine manière à les faire trancher, non point seulement en fonction de la loi, en fonction de la règle objective, mais également à partir des habitudes sociaux qui portent tel ou tel ressort où ils doivent intervenir. Alors, ce schéma d'extériorité réciproque des sphères s'efface dans les années, me semble-t-il, 1960-1970. C'est la période où les frontières deviennent plus poreuses entre la sphère publique et la sphère privée, entre l'État et les communautés religieuses. Pour parler comme Marcel Gauchet, le privé se publicise tandis que le public se privatise. Vous voyez, l'art des séparations dont parle souvent Michael Walzer quand il évoque le modèle français se trouve ici, soumise à la critique, parfois soumise au discrédit.
On entre alors dans un modèle d'interaction entre le religieux et le politique, au point que l'on peut peut-être proposer, pour qualifier la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, on peut peut-être proposer la formule modèle partenariat. Ce que je voudrais, dans les 10 minutes, je crois, qui me restent, essayer de vous présenter maintenant. Modèle partenariat. La laïcité séparatiste est donc demeurée globalement dans son état de fonctionnement initial jusqu'aux années 1960. Alors on pourrait évidemment nuancer ce que je viens de dire, mais essayons de réfléchir à partir de segments un peu repérables. Sous la Ve République, en revanche, les choses évoluent. La normativité s'adapte à une nouvelle conjoncture, et je voudrais ici reprendre ces deux points, évoquer tout d'abord le changement de conjoncture, vous proposer ensuite une analyse du changement de normativité. Alors, changement de conjoncture. On va retrouver ce que je vous proposais dans le cadre de l'introduction. Le modèle séparatiste a été en France lié à l'avènement de la première modernité. Celle-ci reposait tendanciellement, au plan politique, sur l'universalisation du politique. L'État était, pour parler comme Durkheim, la conscience claire de la société, qui décidait seule, sans interaction réelle, ou en tout cas institutionnelle avec la société civile, d'établir la règle de coexistence collective. Au plan religieux, ce qui caractérise la première modernité, à côté de cette universalisation du politique, c'est la privatisation du religieux. L'Église est d'abord assignée au culte, et ça n'est sûrement pas un hasard si le mot culte a été préféré au mot de religion dans les textes qui, depuis le XIXe siècle, caractérisent le système de régulation de la croyance en France. On est là dans un modèle marqué, en somme, par le grand partage de la raison publique et des convictions religieuses. Or, nous sommes, me semble-t-il, aujourd'hui, dans une autre configuration. Les expressions du reste ne manquent pas pour qualifier ce moment nouveau de la modernité. Jürgen Habermas parle de société post-séculière, Jean-Marc Ferry de modernité seconde, Anthony Giddens de modernité réflexive, et très modestement, avec Jean-Paul Willem, nous avons, dans un ouvrage récent sur la religion dans la France contemporaine, évoqué l'ultramodernité. Alors, ultramodernité, pourquoi? Ce moment repose sur une continuation de la modernité. Nul n'entend revenir, sauf aux marges de la société, à la loi de Dieu. On est encore attaché au monde de la subjectivité politique, mais, et c'est ce qui change par rapport au premier moment, par rapport au moment 19e siècle, mais dans un monde désormais marqué par l'incertitude. Ce qui caractérise au fond notre époque, c'est sans doute la subjectivité, la différenciation des ordres, mais dans un monde totalement percuté par les incertitudes. Il s'agit désormais d'une modernité désenchantée. Ce n'est plus la modernité d'un Pagnol. Il s'agit d'une modernité problématisée, auto-relativisée. Le pharmacien Homais est évidemment très loin aujourd'hui de nos propres préoccupations. Alors tout cela modifie la relation de la société, la relation de l'État aussi, avec le religieux. Premier élément de cette modification, la détresse du politique. La détresse du politique, on repère aujourd'hui, il y a eu encore hier ou avant-hier des éléments sur la confiance investie dans les dirigeants politiques, on repère aujourd'hui un discrédit très fort de la classe ou de l'élite politique. Ce déni de confiance n'est pas lié simplement à des manquements personnels qui pourraient leur être reprochés. Souvent, les choses sont très rares, en tout cas dans notre pays, concernant la corruption des élus. Non, la détresse tient davantage à la difficulté du politique d'assumer la fonction régulatrice qu'on lui attribue dans le nouveau monde. À partir des années 1970-1980, l'État révèle un évitement
de ses capacités organisationnelles. L'État se défait alors de la fonction messianique que l'époque antérieure lui attribue. Il faudrait avoir le temps de comprendre pourquoi il y a eu à ce moment-là une sorte d'évidement, d'effacement de la capacité organisatrice de l'État. On peut dire que l'État a été confronté, aller très vite sur ce terrain, à un double processus. D'abord, un processus de déstabilisation territoriale. Ce qui caractérise l'État du 19e, c'est qu'il se met en place dans le cadre de frontières nationales, à l'intérieur desquelles il peut, sans être perturbé par l'environnement international, mettre en place sa propre politique de souveraineté. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert, dans le monde de la globalisation, qui rend beaucoup plus difficile le traitement des problèmes par l'État-nation. Et puis j'ajouterais qu'à côté de ce processus de déstabilisation territoriale, il y a aussi un processus de déstabilisation culturelle. Les enjeux du débat politique ont évolué. Pour dire les choses de manière un peu philosophique, la première modernité faisait cause commune avec l'idée du juste. Il s'agissait de faire prévaloir contre le principe intégraliste, intransigeant, attaché à la civilisation catholique, une politique des droits subjectifs. Obtenir des droits que la société traditionnelle nous refusait. Or, une mutation importante s'est opérée au cours de ces dernières décennies. On ressent désormais, bien au-delà de la seule privation des droits subjectifs, on ressent désormais une véritable menace quant à l'avenir de la nature humaine, qui appelle à dépasser la simple logique des droits et à se réengager dans une politique du bien, non plus simplement une politique du juste, une politique du bien assise sur un questionnement autour de valeurs substantielles. C'est dans ce cadre, marqué évidemment par l'impotence symbolique et matérielle de l'État, que peut s'ouvrir pour d'autres magistères, et notamment pour les magistères religieux, une possibilité de parole que la première modernité ignorait. Alors on touche là, évidemment, second élément, à côté de la détresse du politique, la reviviscence du religieux, une reviviscence du religieux qui profite de la situation de doute, d'incertitude, de mouvement infini dans lequel nous sommes engagés pour faire valoir, pour refaire valoir ses droits. Je n'ai pas le temps ici de décrire le paysage religieux qui nous caractérise. Il est marqué sans doute par un phénomène continué de sécularisation, mais aussi par un phénomène émergent de réaffiliation, de revival, qui s'affirme non seulement dans la sphère privée des individus, mais aussi dans la sphère publique, à travers des revendications inédites qui viennent remettre en cause le pacte de discrétion qui caractérisait le religieux et l'État dans leurs relations communes au cours de la première modernité. Alors, dans ce nouveau contexte, les responsables politiques ont dû arbitrer. Ils sont confrontés à la fois à leur propre détresse et confrontés parallèlement à l'effervescence du religieux. Comment faire? Eh bien, tout simplement en changeant de normativité, en faisant évoluer, sans pour autant remettre en cause la sacralité de la loi de 1905, en faisant évoluer l'ordre laïque dans lequel nous sommes aujourd'hui installés. Cet ordre laïque était hier séparatiste, j'emploierais volontiers l'expression de Claude Langlois pour le qualifier, un historien du 19e, mais qui prolonge jusqu'au 20e, pour qualifier aujourd'hui la société politique dans son rapport au religieux d'une société néo-concordataire. C'est ce que je voudrais, 2 ou 3 minutes, essayer maintenant de vous présenter. Changement de conjoncture, on l'a vu, la société change, la modernité n'est plus la même au XIXe siècle, et cela n'est pas sans effet sur les principes du droit. Le droit n'est pas simplement autopoïétique, il dépend aussi des règles d'un environnement qui, comme le montrait Durkheim, joue sur les réceptions et parfois sur les normes mêmes du droit qui vient nous régir.
Alors, en quoi peut-on parler de modèle néo-concordataire? Eh bien, on peut dire qu'à rebours du modèle concordataire, il n'y a pas ici de compénétration organique structurée autour d'une alliance institutionnelle. Il est cependant une collaboration fonctionnelle à laquelle des textes partiels viennent donner sa forme. Alors, quelle est sa forme? Ce modèle néo-concordataire, ce modèle partenarial, se construit autour d'un double dispositif, d'un dispositif de reconnaissance d'une part et d'un dispositif de surveillance d'autre part. Dans les deux cas, vous voyez que tout conspire à remettre en cause l'art des séparations et à faire dialoguer, tantôt sur un mode d'ouverture, tantôt sur un mode de restriction, l'État avec les communautés religieuses. Principe de reconnaissance qui s'exprime à travers des productions prétoriennes, qui s'exprime aussi à travers les productions législatives ou réglementaires de ces dernières années. D'abord, le pouvoir, au nom de la liberté religieuse, répond volontiers aux revendications de ses citoyens religieux. On pourrait ici faire référence au texte sur les autorisations d'absence dans les services publics, au texte sur les carrés confessionnels, au texte sur les accommodements alimentaires. Le point le plus significatif touche probablement le financement des activités sociales et même cultuelles des religions. Les arrêts du Conseil d'État du 19 juillet 2011 permettent de s'en faire une idée parmi d'autres productions. Ouverture donc aux revendications des citoyens religieux, ouverture aussi aux interventions collectives des institutions religieuses. Emmanuel Macron le disait très clairement dans son discours des Bernardins, « J'attends de vous votre sagesse, votre liberté, votre engagement ». Eh bien, cela se voit à l'œuvre dans les fonctions d'expertise, dans les fonctions de mémoire, dans les fonctions de suppléance qui sont aujourd'hui de plus en plus accordées aux églises dans l'espace public français. Alors, je n'ai pas le temps ici d'expliquer cela, car je voudrais d'emblée terminer par le fait qu'en miroir du renforcement des reconnaissances, il y a aussi un renforcement des surveillances. La nouvelle laïcité, à laquelle fait allusion François Baroin dans son rapport de 2003, est d'abord une laïcité du contrôle. Une laïcité du contrôle construite autour de la peur dont a beaucoup parlé au cours de ces dernières années une anthropologue philosophe comme Wendy Brown, peur qui s'exprime à travers la crainte du communautarisme, aujourd'hui rebaptisé en séparatisme, à travers la peur du terrorisme aussi, établie dans une sorte de continuum avec les tendances séparatistes ou communautaristes de nos sociétés. Alors, plusieurs lois sont intervenues dans ce sens, des lois comme celle de 2004 sur le port des signes religieux ostensibles à l'école publique, 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, même si elle ne reposait pas cette loi sur l'invocation du principe de laïcité, loi travail de 2016 et puis surtout loi séparatisme de 2021 visant à conforter le respect des principes de la République. Alors on voit bien qu'il y a là une transformation du champ d'extension de la liberté avec des restrictions individuelles qui n'existaient pas de la sorte auparavant, fondées sur un rappel très strict de la neutralité des agents publics, fondées sur une extension aussi des champs de neutralité à des espaces qui ne sont plus seulement les espaces de l'État, à des acteurs sociaux qui ne sont plus seulement les agents publics, naguère visés par la jurisprudence et la législation. Alors, il faudrait y ajouter aussi des restrictions collectives à partir d'une analyse des nouvelles législations sur les associations cultuelles et les associations ordinaires, nouvelle législation portée par la loi d'août 2021 que j'évoquais à l'instant. Alors tout cela n'est pas le fruit du hasard,
Il s'inscrit dans le cadre d'une reconfiguration du concept d'ordre public qui était hier encore attaché à une définition matérielle, on pourrait dire objective, et qui renvoie désormais à une définition d'ordre immatériel, davantage symbolique, faisant droit à l'axiologie même d'une société en doute sur ses propres principes. Alors, pour terminer, si vous voulez, je voudrais dire que, au terme de cette analyse, le parcours du siècle qui vient de s'écouler nous aura confrontés à une évolution sensible du modèle français de laïcité. Bien sûr, la loi de 1905 demeure, mais elle est interprétée par le législateur, elle est interprétée par le juge aussi, de manière très différente de ce qu'on a connu au début du XXe siècle. On retrouve ici des analyses d'un Tropper, par exemple, d'un Michel Tropper, quand il estime que le juge n'est pas simplement celui qui prend en compte la loi en l'appliquant de manière verticale, quasi napoléonienne, que le juge est aussi le créateur d'un nouvel ordre des choses. Et on le voit, je crois, à travers cette question de la laïcité, au début du XXe siècle, la laïcité relevait de ce que Habermas appelait le registre de la norme. Elle s'employait à permettre à chacun d'être traité de manière juste en tant que personne libre et égale à tout autre. Elle décrivait de la sorte un cadre procédural, on pourrait dire un principe, permettant à chacun de cultiver sa croyance ou son incroyance à son gré. 110 ans plus tard, 120 ans plus tard, on use autrement de la laïcité, me semble-t-il. Les gouvernements de droite, mais aussi de gauche, en font un instrument de reconfiguration de l'esprit public. La laïcité accorde davantage à la liberté religieuse, désormais soutenue par un régime de reconnaissance positive. On a même pu parler de la liberté religieuse comme d'un droit de créance, mais elle tend simultanément à s'engager en un dispositif de diffusion, non pas du principe, mais de diffusion de la valeur selon une dynamique qui vise à replacer les citoyens, lorsqu'ils exercent leur liberté subjective, dans l'ordre du bien que l'État, non sans difficulté, tente aujourd'hui de définir. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à ce colloque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Portier. La visio ne nous permet pas d'applaudir comme nous le souhaiterions dans un colloque, mais les messages qui ont été pour partie relayés montrent combien cette intervention a été appréciée et nous permet notamment de sortir un petit peu d'une idée stéréotypée ou symbolique de la conception de la laïcité. Et je pense que c'était très important que vous ayez insisté sur ces évolutions pour apprécier aujourd'hui son application, notamment dans le service public de la justice. Je cède tout de suite la parole à Madame Rita Hermont-Bello, historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, titulaire de la chaire de pluralité religieuse et laïcité de l'histoire française. Et sur cette première table ronde consacrée à la question des professionnels de justice et les signes extérieurs de croyance. Madame, alors je vous vois, Hermont-Bello, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame. Donc, après cette introduction remarquable à la fois sur le plan historique, philosophique et qui représente une synthèse dont je veux saluer le caractère tout à fait exceptionnel que nous a offerte Philippe Portier, on va peut-être se livrer à une sorte de gymnastique à un grand écart en passant maintenant à ce qui est, de ce que j'ai compris, l'objet essentiel de cette journée, c'est-à-dire, je reprends des termes de la présentation, la manière de gérer la pratique quotidienne et essayer de l'envisager dans toute sa diversité.
Et ce que nous allons faire avec Madame Christine Poty, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est notamment auteur d'un des rapports La laïcité dans la justice, l'un des rapports qui servent de base, vous l'avez dit, à la réflexion d'aujourd'hui. Et nous allons partager aussi la réflexion avec Madame Jeanne-Florentine Richard, qui est référente nationale laïcité à la direction de l'administration pénitentiaire et qui occupe aussi, je crois, d'autres fonctions qui sont notamment sur la pratique du culte en détention et la lutte contre les dérives sectaires, qui composent un ensemble, effectivement, qui nous paraît extrêmement pertinent. Alors, moi, je voudrais simplement intervenir ici, je dirais à la fois en tant qu'historienne, et puis vraiment en regardant le programme, en y réfléchissant, je dois vous dire à quel point je me sens citoyenne et justiciable, et à quel point je suis impressionnée par les prolongements, les effets que peuvent avoir pour chacune et chacun d'entre nous les éléments dont il sera question ici et dont aucun d'entre nous ne peut prévoir si à un moment ou à un autre, il ne va pas se trouver devant notamment des professionnels de justice et des magistrats qui prendront des décisions importantes qui peuvent peser d'un grand poids, ou pas forcément peser, mais s'avérer très importante sur sa vie personnelle et celle de ses proches. C'est ce qui m'impressionne beaucoup, moi qui ne suis pas juriste, mais qui suis beaucoup en relation, en dialogue avec les juristes, mais c'est vraiment ce qui m'impressionne beaucoup dans le programme d'aujourd'hui. Alors, en tant qu'historienne, je suis moi-même, mon sujet d'étude, c'est la pluralité, avec l'idée qu'en France, la pluralité religieuse n'est pas assez prise au sérieux comme objet en soi. Et je dois dire qu'en entreprenant une histoire de la pluralité religieuse dans le contexte français, l'histoire qui traverse à peu près le temps qu'a évoqué Philippe Portier, moi je suis tombée sur la laïcité, mais je ne l'avais pas anticipée. Et ce qui m'apparaît de plus en plus dans l'étude que je mène, c'est l'importance qu'ont pu prendre des enjeux qui tiennent au fait qu'en France, qu'on s'en réjouisse ou pas, qu'on l'accepte volontiers ou pas, il y a quand même une diversité religieuse ancienne, même si elle concerne des groupes très restreints par rapport aux groupes majoritaires. Et la laïcité me semble notamment un type de solution apportée à des problèmes posés par la présence de ces groupes minoritaires. Et j'insisterai beaucoup pour ma part, et d'une certaine façon, Philippe l'a évoqué, sur la laïcité comme solution, la laïcité comme sortie de conflit. Et je viens de parler, et Philippe l'a évoqué, de la question des groupes minoritaires. Alors, sans me lancer du tout dans un exposé historique, je vous rassure tout de suite, par rapport aux évolutions très contemporaines, très récentes que Philippe vous a présentées, je crois qu'il faudrait aussi poursuivre la réflexion sur la question des minorités et des majorités, c'est-à-dire en fait sur la question de l'égalité des droits de chacune et de chacun, quel que soit le groupe, qui peut être confessionnel, qui peut être convictionnel, et on peut très bien ne se considérer comme appartenant à aucun groupe particulier, mais l'égalité des individus, qu'ils soient citoyens français ou pas, des individus présents sur le territoire français. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait aussi prendre en compte les transformations qui ont aussi été évoquées, qui concerne aussi la place de la France dans un ensemble maintenant qui ne peut s'envisager que comme international. Et le déploiement des diasporas, le terme a été maintenant repris pour toutes sortes de groupes confessionnels,
le déploiement des minorités à une échelle qui devient maintenant une échelle planétaire. Et je crois que, évidemment, pour remplir ce qui me semble être une des missions de la justice, c'est-à-dire assurer la garantie et l'égalité des droits de tous, il faudrait aussi prendre en compte ces questions de majorité et de minorité. Et je terminerai simplement cette courte intervention en rappelant que dans des classements qui ont été faits par des organismes de recherche internationaux et qui ont fait des classements des différents pays en fonction de la pluralité religieuse qu'ils accueillent, je voudrais rappeler que la France fait partie du groupe de tête. Que la France, à mon avis, ça n'est pas assez connu, nous n'en sommes pas assez conscients. La France est un des grands pays de pluralité religieuse. La France est toujours un des pays accueillant à la diversité, ce qui me ferait penser que, de ce point de vue-là, la laïcité française, quand même un régime qui a des résultats assez positifs. Ces choses étant dites, je vous propose de commencer tout de suite avec d'abord, si vous voulez bien, Madame Christine Poty, votre exposé. Donc, si vous voulez bien, pour 10 minutes, de façon ensuite à pouvoir faire leur place au plus possible de questions de notre auditoire. Si vous voulez bien brancher votre micro, s'il vous plaît. Effectivement. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je dois parler aujourd'hui donc des signes religieux et du personnel de justice, pour résumer. Et il est vrai que l'institution judiciaire en général est rarement analysée au regard du principe de laïcité et du fait religieux, alors que ces jugements le sont beaucoup plus fréquemment. L'institution judiciaire, elle s'est progressivement laïcisée, on le sait, à partir de la fin du 19e, parfois de façon un petit peu violente, du fait notamment de la vague d'épuration ayant frappé les juges soupçonnés de proximité avec les congrégations. Et si on saute un petit peu dans le temps, on s'aperçoit qu'en ce début de 21e siècle, de nouvelles problématiques voient le jour, touchant en particulier au périmètre de la neutralité, qui est une composante donc, de la laïcité, touchant à la fois au destinataire du principe de neutralité, ainsi qu'à la délimitation de ses frontières, avec, on a l'impression, une volonté d'élargir toujours davantage ces frontières de la neutralité. Quelques faits divers anecdotiques ne peuvent à eux seuls remettre en cause le constat selon lequel les professionnels de la justice qui y sont soumis respectent aujourd'hui globalement bien le principe de neutralité religieuse au cours des audiences. Alors, inutile de rappeler les avis Mademoiselle Marteau de 2000 sur l'interdiction pour les agents publics de manifester leurs croyances religieuses, l'article 1er de la loi de 2016 sur la déontologie et les droits et les obligations des fonctionnaires, des articles du recueil des obligations déontologiques des magistrats. La neutralité est présente partout et est imposée aux agents publics de façon très claire. Alors, il m'est impossible d'étudier tous les professionnels de justice, mais il est vrai que le juge, bien évidemment, détient un rôle tout particulier puisqu'il est à la fois, en tant qu'agent du service public, il doit faire preuve de neutralité, mais il est aussi contraint parfois de prendre des décisions, de trancher des conflits en lien justement avec les faits religieux ou le principe de laïcité. On peut se demander si l'impartialité qui s'impose aux juges administratifs comme judiciaires, ne renforce pas cette exigence de neutralité.
En tout cas, afin que le procès soit équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne doit y avoir aucun doute sur leur neutralité dans l'esprit des justiciables. Et une chose qui m'a intéressée, c'est le fait de voir qu'on s'interroge finalement assez peu sur l'incidence que peuvent avoir sur les usagers de la justice les lieux dans lesquels les juges officient ou les meubles ou décorations qui les entourent. Et on ne peut exclure que des doutes puissent s'immiscer dans l'esprit de certains justiciables sur l'impartialité de celui qui est amené à statuer sur sa situation. Logiquement, certains usagers peuvent échafauder des liens entre le juge et son environnement spatial, mobilier ou décoratif, et on sait combien il conserve des liens dans beaucoup de palais de justice avec l'Église. Alors, il y a bien entendu des scènes de crucifixion qui sont parfois d'une taille tellement impressionnante, notamment à Bordeaux, qu'il est impossible de ne pas les voir. Et je rappelle ici les paroles de Jacqueline Lalouette qui indiquait que même quand il est par sa présence répété un emblème banal, le crucifix, dans un pays de forte culture catholique, ne peut jamais être vraiment neutre. Il est porteur d'une charge symbolique trop forte. En outre, dans les lieux dont nous nous sommes occupés, l'objet crucifix prenait une dimension spécifique supplémentaire, pédagogique dans une école, tout à la fois consolante et opprimante dans un hôpital et intimidante dans un tribunal. Prendrait ainsi tout son sens alors alors que vient d'être adoptée le mois dernier cette loi à l'intitulé évocateur de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, l'application de la théorie des apparences chère à la Cour européenne des droits de l'homme, en vertu de laquelle nul justiciable ne devrait ressentir un quelconque sentiment de discrimination au sein d'un tribunal, en tant que celui-ci pourrait être identifié ou rattaché à une tradition ou à une croyance religieuse. Par ailleurs, il faut se rappeler que la justice ne se résume pas à la salle d'audience et il peut y avoir des signes extérieurs de croyances religieuses plus présents au sein parfois de bureaux notamment, où des juges peuvent aussi tenir audience. La robe judiciaire, je pense que peu de justiciables connaissent notamment le lien du nombre de boutons avec l'origine religieuse. Donc, je ne pense pas qu'on puisse l'assimiler à des signes extérieurs de croyances religieuses. Et même, c'est une robe qui plaît généralement aux magistrats. Une magistrate que j'avais interrogée m'avait dit, une magistrate catholique m'avait dit, quand je mets cette robe, c'est elle qui porte ma laïcité. Quand je suis en robe, je ne suis pas celle qui a été à la messe le jour de Noël. Pour moi, c'est un bleu de travail, mais un bleu de travail qui me permet d'être impartiale et laïque. En dehors des juges, bien entendu, quelques mots sur les jurés d'assises, collaborateurs du service public, collaborateurs un petit peu particuliers puisqu'ils ont le même rôle que les juges. Alors, les jurés d'assises ne prêtent plus serment de façon, un serment sacralisé, bien entendu, mais ils doivent être découverts pour prêter serment. Et le problème, auquel cas, sous peine de récusation, le problème est de savoir si le fait de continuer à porter un signe religieux en cours d'audience peut-être peut porter à exclure le juré justement de la formation de jugement. En 2003, il y avait eu la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis qui avait statué dans ce sens, mais la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de confirmer cette interprétation restrictive parce que certains pensent justement que les jurés devraient bénéficier en tant que citoyens de faire apparaître toute leur diversité. Par ailleurs, ils sont obligés d'être là et le code de procédure pénale prévoit même qu'une objection morale d'ordre laïque ou religieux
ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés. Dernier mot sur, c'est impossible de ne pas en parler, d'autant que le bâtonnier Lemierre en a reparlé la semaine dernière, le cas des avocats. L'avocat peut-il être soumis au principe de neutralité? Alors, on en a même encore parlé la semaine dernière, puisqu'il y a eu encore un incident lors de la prestation du petit serment à l'école du barreau de Paris. Donc, la situation n'est pas du tout réglée. Il y a des problèmes avec les élèves avocats, il y a des problèmes avec des avocats qui souhaitent porter le voile. Et donc, on sait qu'en 2016, il y avait eu cette volonté de faire avancer cette problématique avec la définition d'une tenue d'audience de l'avocat au XXIe siècle. Et avait été adopté le rapport du bâtonnier Lemierre sur cette question. Néanmoins, le Conseil national des barreaux avait refusé de réglementer en la matière. Alors, il serait pourtant indispensable qu'une réglementation unificatrice, quelle qu'elle soit, voie le jour, parce qu'il semble relativement peu tenable que les règles continuent à être différentes selon les barreaux ou dépendent de la police de l'audience décidée par chaque président. Il y a des situations différenciées entre chaque tribunal, parfois même entre chaque juge dans les mêmes tribunaux. Et donc, le bâtonnier Lemierre, la semaine dernière, demandait à la profession de s'emparer courageusement d'une question, nous dit-il, qui porte en réalité non sur la réglementation du port du costume d'audience, mais sur celle de la liberté d'expression de l'avocat, car elle se résume à l'autorisation ou l'interdiction faite aux avocats musulmanes de porter le voile. Répondre par la négative, continue-t-il, reviendra inévitablement à devoir poser tôt ou tard la question de l'expression de toute forme de philosophie personnelle ou de militantisme dans la profession. Alors, deux mots pour finir. On connaît tous les interdictions prises par certains barreaux pour donc interdire le port de signes religieux. Ce qu'on note, c'est que la question, la problématique port de signes religieux par les avocats, elle est née avec le voile et donc témoigne d'une crispation de la profession en lien avec la question de l'islam. Et plusieurs avocats que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils avaient dans leur carrière vu des kippas ou des croix et que ça n'avait jamais posé problème. Et la question naît avec le voile. On attend bien entendu, suite à la décision de la Cour d'appel de Douai, la décision que prendra la Cour de cassation sur cette question qui est actuellement saisie. Peut-être un jour aussi aurons-nous celle de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que rappelons que dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, les avocats sont autorisés à porter des signes d'appartenance religieuse et ça ne pose aucun problème, voilà. Et enfin, une dernière phrase pour conclure. Alors que le débat semble se cristalliser sur les signes extérieurs de croyance et en particulier sur un signe, il faut avoir conscience, à mon avis, du fait que l'absence de signes d'appartenance religieuse non seulement ne résume pas, mais également n'emporte pas automatiquement la neutralité de l'institution judiciaire. Excusez-moi d'avoir dépassé. Voilà. Merci beaucoup, madame. Et vous abordez bien sûr une question qui était déjà aussi présente dans l'exposé de Philippe Portier, celle des différences selon les différentes parties du territoire français et les différences que peuvent rencontrer notamment les justiciables. Alors, je vous propose maintenant d'écouter madame Richard, si vous voulez bien, encore pour 10 minutes. Oui, bonjour, merci. Je suis Jeanne-Florentine Richard. Je suis référente laïcité
et pratique des cultes à la direction de l'administration pénitentiaire et je représente Laurent Ridel qui n'a pas pu se joindre à nous. Alors, je tiens juste à indiquer que je ne suis ni historienne ni chercheuse et je vais tâcher plutôt de vous rendre compte d'une réalité de terrain concernant notamment les personnels pénitentiaires. Et je vais rebondir également sur l'intervention de Christine Poty qui a pu soulever des réflexions dans mon esprit et je pense que des liens peuvent être faits. Sur la détention, donc je vous parlerai plus précisément donc des personnels pénitentiaires qui interviennent en détention plus spécifiquement en milieu fermé qu'en milieu ouvert, où la laïcité prend beaucoup plus de sens. À mon sens, la détention représente la quintessence de l'équilibre laïque, puisque sur l'État et sur l'administration pénitentiaire repose une obligation positive de garantie d'accès au culte pour les personnes détenues. Donc on se trouve là dans la sphère de la consécration de la liberté de conscience par l'État. Et de l'autre côté, l'administration pénitentiaire doit garantir la stricte neutralité de ses agents. En effet, donc, s'agissant des personnes détenues, existe une exception à la non-subvention, au non-subventionnement, au non-salariat, à la non-reconnaissance des cultes de la loi du 9 décembre 1905, puisque en son article 2, alinéa 2, la loi introduit une exception s'agissant des personnes qui sont empêchées, qui sont contraintes et qui ne peuvent pas librement accéder à la pratique de leur culte. Et dans ce cas précis, donc c'est le cas des personnes détenues qui sont détenues dans les prisons françaises, il y a une obligation de l'État, pour l'État, de faciliter l'intervention des aumôniers afin que les personnes détenues puissent exercer librement leur culte. Donc ça, c'est l'article 2, alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1905. Et cette exception, elle s'étend également aux cas. Donc, dans la loi de 1905, c'est intitulé caserne, ça concerne les militaires et puis également les hôpitaux. Donc aujourd'hui, on a des interventions d'aumôniers dans ces trois sphères, donc les prisons, les hôpitaux et les armées pour les militaires. Donc, le principe, comme dans le reste du service public de la justice et plus largement du service public, le principe est bien sûr la stricte neutralité du service public et des agents publics. Ainsi, les agents publics ne peuvent pas montrer de préférence ou faire preuve d'une attitude discriminatoire selon l'appartenance ou la non-appartenance religieuse de ces usagers. Et donc, ça, c'est un fait établi et qui s'étend, bien sûr, qui s'applique aux agents et personnels pénitentiaires, hein, personnel de surveillance ou personnel de direction, quel qu'il soit. Donc, le rôle du personnel pénitentiaire dans l'application des principes de laïcité et de liberté de conscience en détention, il est essentiel puisque les agents publics, donc le personnel de surveillance, va veiller à ce que chacun puisse pratiquer son culte librement, tout en restant lui-même dans une posture de stricte neutralité. Donc, s'agissant des pratiques professionnelles, hein, les principes sont simples. C'est pas de préférence, évidemment, pas de préférence, pas de comportement préférentiel par le port de signes à caractère religieux ou par la présence de signes dans des lieux tels que des bureaux. Donc, la méconnaissance de cette obligation peut constituer un manquement aux obligations professionnelles de l'agent et pourra justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Ce cas de figure n'est, de mon expérience, jamais arrivé. En fait, je dois rebondir
sur ce que disait Madame Poty sur la robe. En fait, on voit que s'agissant des personnels de surveillance, l'uniforme, le port de l'uniforme va grandement contribuer au respect de la stricte neutralité des agents publics. En fait, tous les propos qui ont été rapportés sur le port de la robe sont transposables en fait au port de l'uniforme par les personnels de surveillance. On signale, comme Madame Poty a pu le dire, que globalement, la stricte neutralité est fortement respectée dans le service public pénitentiaire et que les agents publics n'ont pas de difficulté à appliquer cette stricte neutralité. On signale vraiment très peu d'incidents qui sont recensés sur le terrain. Le port de signes religieux tels que des croix portées en collier ça fait généralement l'objet d'un simple rappel à l'ordre et le respect de la neutralité par les agents ne constitue pas un obstacle. Par ailleurs, ça c'est le fruit plutôt de mes réflexions personnelles, je pense que la neutralité est d'autant plus respectée en détention que l'équilibre précaire qui est lié à la promiscuité de la détention est pacifié en fait par l'intervention des aumôniers dont le fondement est la garantie de la liberté de conscience des personnes détenues. Donc il y a un effet d'entraînement dans le fait de côtoyer au quotidien dans ses pratiques professionnelles en tant que personnel de surveillance des représentants des différents cultes. Je vous rappelle qu'il y a 7 cultes qui sont représentés en détention. Et donc, côtoyer dans sa pratique professionnelle et dans son quotidien professionnel tous les jours des aumôniers contribue grandement à la prise de conscience de cet équilibre et de ce facteur de pacification qui est créé par les conditions d'une liberté de culte exercée par les personnes détenues. S'agissant d'autres personnels que les agents, que les personnels de surveillance et les personnels de direction, donc le personnel pénitentiaire à proprement parler, il y a une pluralité d'agents publics et d'intervenants qui viennent intervenir en détention au quotidien. Donc on opère un distinguo s'agissant de la neutralité selon ces personnels et ces intervenants. Donc les agents publics sont soumis au même principe que le personnel pénitentiaire. C'est le cas, par exemple, des responsables locaux d'enseignement qui sont issus donc, des personnels de l'éducation nationale, également les personnels de santé des unités sanitaires. Donc, ce sont des agents publics, ce sont des fonctionnaires qui sont tenus au respect du principe de neutralité et ils ne peuvent pas manifester leurs opinions ou croyances religieuses. En revanche, on distingue également les intervenants habilités et agréés qui concourent au service public pénitentiaire, par exemple les prestataires de restauration, qui sont également soumis au code de déontologie et ne peuvent pas faire état de leurs croyances ou opinions par des signes extérieurs. En revanche, les intervenants extérieurs, donc les associations, enfin les membres d'associations ne sont eux pas soumis au principe de neutralité du service public. Ils jouissent de leur liberté de conscience et de manifester leur opinion religieuse dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur de l'établissement. Donc, pour finir cette intervention, je tenais juste à indiquer que s'agissant des personnels de surveillance, la stricte neutralité est fortement respectée et qu'elle est encore d'autant plus respectée que la détention constitue justement cette quintessence en fait de l'équilibre entre la garantie de la liberté de conscience des personnes détenues et d'autre part la nécessité de se fondre, de s'absenter dans son uniforme pour pouvoir justement faire tenir ce lien. En fait. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est Madame Maquet maintenant
qui va opérer un choix dans les questions. Je rappelle que environ 70 personnes sont actuellement connectées à distance et assistent au colloque. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions et de remarques. Je vous remercie, Madame Hermont-Bello. Alors oui, nous avons une première question concernant les espaces de culte des établissements pénitentiaires qui portent encore des symboles religieux. Donc, que faut-il en penser? Quelle signification et y a-t-il des modifications à prévoir concernant donc ces espaces de culte dans les établissements pénitentiaires? Alors, les espaces de culte, donc les salles dites polyculturelles ou salles polyvalentes, doivent être elles-mêmes neutres et il appartient d'ailleurs au personnel pénitentiaire de s'assurer de la neutralité des lieux dans lesquels le culte se pratique au sein des lieux de détention. Donc, à cet effet, vraiment dans des considérations très pratiques, à cet effet, les salles sont aménagées en fait pour pouvoir appliquer cette neutralité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des armoires qui vont accueillir tous les objets et tous les signes tels que des croix ou des crucifix qui peuvent donc ces armoires viennent garantir la neutralité. Il n'y a aucun signe religieux qui doit être présent dans la salle dès lors qu'il y a un nouveau culte qui vient s'exercer. Il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a encore des lieux de détention, il y a encore des établissements pénitentiaires dans lesquels les salles polycultuelles en fait sont des chapelles et on veille à ce que les signes soient retirés. Voilà. Merci beaucoup. Madame Maquem nous indique aussi que les intervenantes et intervenants, bien sûr, sont tout à fait bienvenus à poser également leurs questions ou à prendre la parole pour des remarques s'ils le souhaitent. Alors, j'ai une autre question de la part des participants concernant les personnels d'insertion et de probation. Comment concilier le principe de laïcité et la mission de lutte contre la radicalisation et sécuriser les personnels titulaires et contractuels sur ce champ? Alors, je suis assez peu spécialisée sur la question de la radicalisation, de la lutte contre la radicalisation et surtout du volet lutte contre la radicalisation qui est dévolu aux conseillers d'insertion et de probation, enfin au personnel d'insertion et de probation. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça fasse partie en soi de leur mission. La seule chose que je puisse indiquer, c'est que les conseillers, enfin les personnels d'insertion et de probation sont également soumis à cette stricte neutralité dans le cadre de l'ensemble de leurs interventions et avec n'importe quelle personne détenue, notamment les personnes radicalisées. Donc, je ne vois pas à quel... Ah, désolée, il semblerait qu'il y ait une rupture de connexion. Est-ce qu'on peut à ce moment-là prendre une autre question, une autre remarque Oui, c'est ce que... Et on redonnera ensuite la parole. Donc, Valérie Dervieux, vous avez demandé la parole. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste faire une petite distinction dans ce qui a été dit entre la neutralité des personnels judiciaires et l'indépendance des avocats, puisqu'il me semble que le débat de la robe et de ce qu'on peut porter par la robe peut aussi se situer sur ce plan. Je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard.
Et aussi, vous interrogez sur cet arrêt de la Cour d'appel de Douai, justement, qui porte sur la possibilité, justement, pour une avocate de porter le voile avec la robe. Cet arrêt qui est très intéressant parce il reprend les positions du barreau, les positions du parquet, qui sont un petit peu à côté, me semble-t-il, mais surtout la position du défenseur des droits, qui est clairement en faveur du port de signes distinctifs, de signes religieux avec la robe. Et je sais que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Elle a fait l'objet d'une QPC, mais aussi d'un pourvoi en cassation, et la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée. Mais je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que le défenseur des droits, même s'il ne représente pas l'État, c'est une autorité indépendante, prenne cette position dans le cadre d'une instance judiciaire, position d'ailleurs qui n'a pas été suivie par la Cour d'appel. En dehors même de la teneur, donc j'ai décrypté les arguments qui sont intéressants. Qu'est-ce que vous en pensez donc, monsieur Portier ou peut-être Madame Hermont, sur justement cette opposition qui semble émerger entre les différentes instances qui pourraient être considérées comme représentant non pas l'État, mais une position officielle. Philippe, veux-tu répondre? Qui souhaite? Je pense qu'il y a deux choses dans la question de Valérie Dervieux. C'est une question, j'ai l'impression sur l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, et puis il y a une question plus générale sur l'articulation entre des institutions comme le défenseur des droits d'un côté, et puis d'autre part des institutions qui sont immédiatement prescriptives ou normatives. Et il me semble qu'il y a précisément dans les interventions croisées de ces différentes institutions, l'institution de la justice, le législateur, l'institution gouvernementale, les défenseurs des droits, hier l'Observatoire de la laïcité, une expression de ce qu'est la transformation de l'État dans la société immédiatement contemporaine. Le 19e siècle est marqué par une conception pyramidale, verticale de l'État, alors évidemment avec beaucoup de nuances, mais en tout cas, à partir des années 1970, peut-être même déjà dans les années 1960, il y a des conflits de chronologie en la matière, on voit apparaître ce que Jacques Chevalier appelait un État postmoderne, fondé sur l'idée que le système pyramidal vertical ancien se trouve remis en question par la constitution d'un espace public marqué par une pluralité de pôles de décision. Alors on pourra dire qu'évidemment, le défenseur des droits se contente de recommandations, d'avis, et on entre là dans un nouveau système de production de la norme qui est le soft law, qui renvoie à cette idée qu'à côté du hard law ou de la hard decision des juges, il peut y avoir des productions qui, sans avoir un effet d'obligation immédiat, contribuent tout de même à produire de la normativité. Et je crois que ce qui caractérise l'État postmoderne, c'est le fait précisément qu'il y a aujourd'hui un émiettement des sources de production de la norme. De ce point de vue-là, ce qui apparaît sur ce jugement, cet arrêt du port des signes distinctifs, est tout à fait révélateur, me semble-t-il, de la difficulté dans laquelle on est, dans laquelle se trouvent probablement les juges, qui ne sont plus simplement des transmetteurs d'une norme venue d'en haut, mais qui sont obligés de faire avec des productions normatives venues d'un espace public aujourd'hui profondément émietté. Alors, je ne prends pas position maintenant sur le fond. Je crois que Mme Potier était interrogée, Rita aussi, sur le fond de la décision de la Cour d'appel de Douai. Peut-être connaissent-elles mieux que moi
les tenants et les aboutissants de cette décision, mais ce qui m'apparaît très clairement, c'est que tout cela renvoie à une modification des formes de l'intervention publique dans la société contemporaine. Ce qui ne rend pas si facile que cela le travail du juge, qui n'est plus simplement dans une chaîne hiérarchique aujourd'hui, mais qui est dans un processus réticulaire de production de la norme. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que Madame Poty voulait réagir? Oui. Oui. Alors, j'avais levé la main pour autre chose, mais auparavant. Mais tout d'abord, je pensais que pour les personnes qui écoutent, juste lire le considérant de la Cour d'appel de Douai sur cette question, qui fait quelques lignes, qui nous dit que chaque avocat, dans l'exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d'effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit. Le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable, la liberté qui lui est reconnue de manifester sa religion devant céder lorsqu'elle, c'est-à-dire l'avocate portant le voile, intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice devant la protection des droits et la liberté du justiciable. Donc ça, c'est ce qu'a dit voilà, la Cour d'appel de Douai le 9 juillet 2020. En revanche, je n'ai pas devant moi les arguments du défenseur des droits, mais c'est quand même, effectivement, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, moi, ça ne me choque pas. C'est même, à mon sens, son rôle que d'intervenir quand, en tant qu'autorité indépendante, elle juge qu'il y a, ça fait partie de ce qu'elle a repris en d'attribution de la HALD, quand elle juge qu'il y a une atteinte à l'égalité et qu'elle juge qu'il y a discrimination. Donc, en soi, c'est une autorité indépendante, là. Alors, pas plus importante que les autres, même si elle est dans la Constitution, mais je trouve même que c'est son rôle d'intervenir. Voilà, il est vrai, moi, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est quand même, et c'est ce que rappelait le bâtonnier, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même un souci. Cette question du port des signes religieux par les avocats ne concerne en réalité que le voile. Donc, derrière, il y a un problème de discrimination que nécessairement on est obligé de soulever, quoi qu'on en pense. Et donc, je pense que c'est le rôle du défenseur que de donner sa position. Je ne sais pas. Voilà un petit peu mon sentiment. Alors, je me permettrais d'ajouter que, au-delà de l'évolution systémique dont parlait Philippe, on voit aussi quand même des types de critères aussi qui sont en concurrence, dans la mesure où le rôle du défenseur des droits, c'est précisément de se préoccuper des discriminations. Il est sûr que son point de vue est différent. Mais je dirais qu'en tant qu'historienne, il me semble à ce moment-là qu'une étape absolument nécessaire, c'est celle d'une étude sur justement un éventuel traitement différentiel et donc discriminatoire du port de ce type de signe, et qu'il n'y a qu'une véritable étude sur ce point, me semble-t-il, qui pourrait nous indiquer la décision équilibrée. Et je regrette pour ma part que dans beaucoup de domaines qui relèvent du contemporain, ces types d'études nous manquent cruellement. Il faudrait vraiment faire des études de terrain pour essayer de voir ce qu'il en est, et ce qu'il en est notamment du traitement d'autres signes que le voile. Alors, je vois là que M. Lacabara a demandé la parole. Oui, merci. Juste un mot sur l'intervention du défenseur des droits. Je pense qu'il est tout à fait dans le mouvement actuel que
des interventions aient lieu devant les juridictions pour donner des points de vue. Je rappelle simplement que la Cour de cassation procède depuis de nombreuses années à des auditions de personnes qui peuvent apporter des renseignements. Pour mémoire, par exemple, dans l'affaire de droit du travail Babilou, la chambre sociale que je présidais à l'époque a entendu un amicus curiae, comme on dit dans notre langage, un ami de la Cour, pour avoir un éclairage sur l'étendue du principe de laïcité. Et les autorités administratives indépendantes peuvent parfaitement intervenir devant les juridictions. Alors, il y a un exemple un peu baroque peut-être. Je signale par exemple que l'autorité de la concurrence peut intervenir devant la cour d'appel alors qu'est en cause la décision qu'elle-même a rendue dans le cadre du litige. Mais bon, c'est un exemple un peu curieux, mais je crois qu'il y a un mouvement assez intéressant qui permet quand même aux juridictions d'avoir des points de vue éclairés sur les questions qui sont en débat devant elles. Merci, monsieur. Madame Potier, est-ce que vous voulez intervenir à nouveau? Non, excusez-moi, c'était pour la question que j'avais antérieurement et j'attendrai la fin. Alors, Voilà. Madame Philippe Gay, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais juste compléter, mais j'en ai déjà parlé avec ma collègue Christine Poty, en disant que notre enquête montre bien que contrairement à ce qui intéresse la sphère médiatique, il y a aussi des problèmes qui concernent d'autres signes religieux que les signes religieux musulmans. On voit bien dans notre enquête, à partir des réponses, mais aussi des faits, puisqu'on a creusé en entretien, qu'il y a eu des problèmes concernant des croix, concernant des kippas notamment. Donc, le présupposé qu'il y aurait obligatoirement une discrimination envers le signe religieux musulman doit quand même être discuté. Voilà, parce que les faits ne le montrent pas nécessairement. Il y a quand même des problèmes qui se passent. Alors, bien sûr, c'est local, mais cela interroge l'organisation. Donc, il faut quand même se dire que ce n'est pas uniquement ce signe religieux musulman. Non, mais ce que je répondais justement à Mathilde Philippe Gay en privé, c'est que le problème, c'est que qu'est-ce qui arrive ensuite devant les médias et qui arrive devant les juges. C'est vrai que ce sont ces... devant les juges, on a des affaires concernant la kippa, du coup. Si on prend aussi les litiges qui font des recours, là, on a d'autres signes. Donc, je pense qu'il faut faire attention, parce que nous, on est juristes, Christine, toi et moi. Donc là, il faut qu'on fasse un petit peu attention, je pense, de ce point de vue-là. Oui. Et ça concerne les juristes, mais ça concerne aussi les autres points de vue des différentes disciplines sur ces questions. Alors, je crois que nous allons maintenant écouter Madame Sagan, qui va clore cette très riche matinée. Madame Hermont-Bello, je ne vais pas encore la clore puisque la matinée n'est pas terminée. Merci à tous pour vos interventions. Simplement pour vous indiquer que nous allons faire une pause de 2 minutes et ensuite, au lieu des 10 minutes prévues, et ensuite enchaîner immédiatement avec la seconde table ronde pilotée par Alain Lacabarat. Donc, à tout de suite, 2 minutes seulement. Donc, on reprend à 11h46, s'il vous plaît. Merci.